La tension était palpable, presque visible, comme une brume épaisse flottant dans l'air saturé du studio de touche, pas à mon poste. Ce n'était pas une tension ordinaire, celle des débats animés et des clashs habituels qui faisaient le sel et parfois le fiel de l'émission. Non, cette tension-là avait une densité différente, une résonance plus grave, presque métallique. Les lumières vives, d'habitude si cruelles, semblaient à ce soir-là accentuer les ombres, creuser les visages, souligner l'inquiétude qui se lisait dans chaque regard. Même les chroniqueurs les plus volubiles, ceux dont la verve intarissable constituait la marque de fabrique, se taisaient, échangeant des regards furtifs, comme s'ils craignaient de briser un silence fragile, porteur d'une révélation imminente. L'absence de musique, inhabituelle, ajoutait à l'étrangeté de l'atmosphère. D'ordinaire, les jingles et les intermèdes sonores rythmèrent l'émission, créant une ambiance festive, parfois cacophonique, mais toujours énergique. Ce soir, le silence régnait, un silence lourd, chargé d'attente, un silence qui semblait amplifier le battement de cœur de chacun, dans le studio comme devant les écrans. Les téléspectateurs, fidèles au poste, sentaient bien que quelque chose d'inhabituel se tramait. Les réseaux sociaux bruissaient déjà de rumeurs, de spéculations, de pronostics plus ou moins farfelus. Le hashtag TPMP s'affichait en tête des tendances, témoignant de l'effervescence et de l'impatience du public. Au centre du plateau, Cyril Hanouna, d'habitude si prompte à lancer des vannes, à haranguer ses chroniqueurs, à prendre le public à témoin, se tenait immobile. Son visage, habituellement mobile, expressif, presque caricatural dans ses mimiques, était figé, comme un masque de cire. Ses yeux, d'ordinaire pétillants de malice, étaient graves, presque sombres. Il portait un costume sombre, inhabituel pour lui qui préférait les tenues plus décontractées, plus proches de son image de trublion du PAF. Ce détail vestimentaire, en apparence anodin, renforçait l'impression de solennité, comme si l'animateur lui-même avait voulu marquer la gravité de l'instant. Il fixait la caméra principale, celle qui portait son regard dans des millions de foyers, avec une intensité inhabituelle. On pouvait presque sentir le poids de cette responsabilité, le poids de ce qu'il s'apprêtait à dire, le poids de cette décision qui, il le savait, allait faire l'effet d'une bombe. Il avait convoqué la presse, les équipes techniques avaient été mises sur le pied de guerre, les chroniqueurs avaient été briefés en urgence, sans qu'aucun détail ne filtre sur le contenu de cette annonce exceptionnelle. Le secret avait été gardé scrupuleusement, hermétiquement, ajoutant encore à la curiosité et à l'appréhension générale. Les minutes s'égrenaient, lentes, pesantes, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Chaque seconde semblait durer une éternité. Hanouna respirait profondément, cherchant peut-être à calmer les battements de son propre cœur, à maîtriser l'émotion qui menaçait de l'étreindre. Il savait que ce qu'il allait dire allait changer le cours des choses, non seulement pour lui et pour son émission, mais aussi pour la France entière. Il savait que les répercussions seraient immenses, imprévisibles, peut-être même incontrôlables. L'écran géant derrière lui, habituellement rempli de couleurs vives et d'images dynamiques, affichait un fond noir, uni, profond. Un seul mot y était projeté, en lettres capitales, blanches, immaculées. Un mot qui claquait comme un coup de fouet, urgent. Ce mot seul suffisait à résumer l'atmosphère, à condenser l'attention, à faire monter l'adrénaline. Il résonnait comme un signal d'alarme, comme un avertissement, comme la promesse d'un bouleversement imminent. Les caméras se resserraient sur le visage d'Hanouna, capturant chaque nuance de son expression, chaque tremblement de ses lèvres, chaque clignement de ses yeux. Il avait conscience d'être le point focal de l'attention de tout un pays, d'être l'instrument d'une révélation qui allait secouer la nation. Il savait que cette soirée marquerait un tournant, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans l'histoire politique française. Il avait pesé le pour et le contre, mesuré les risques, envisagé les conséquences. Et il avait pris sa décision. Une décision radicale, inattendue, une décision qui allait directement impacter le président de la République, Emmanuel Macron. Une décision qui allait plonger la France dans une zone de turbulence dont personne ne pouvait prédire l'issue. Le silence se fit plus profond encore, si cela était possible. Hanouna ouvrit la bouche, prêt à prononcer les mots qui allaient tout changer. L'attente atteignait son paroxysme, une attente insoutenable, une attente qui semblait suspendre le cours du temps. La France entière retenait son souffle. La révélation, gardée secrète jusqu'à cet instant précis, n'était pas une simple information, une anecdote croustillante destinée à alimenter le buzz médiatique. Il ne s'agissait ni d'une querelle de plateau, ni d'un règlement de compte personnel, ni même d'un scoop politique de second ordre. Non, ce que Cyril Hanouna s'apprêtait à dévoiler était d'une toute autre ampleur. Une information d'une portée considérable, susceptible de déstabiliser les plus hautes sphères du pouvoir. Son impact potentiel était tel qu'il avait hésité longuement avant de se résoudre à la rendre publique. Il avait consulté ses proches, ses conseillers, pesé chaque mot, chaque virgule, conscient des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Imaginez ceci,
Un homme, habitué au feu de la rampe, aux controverses, aux polémiques, se retrouve soudainement détenteur d'un secret d'État, d'une information si explosive qu'elle pourrait faire vaciller la République. Un homme dont la principale préoccupation était, jusqu'à présent, de divertir son public, se voit investi d'une mission qui le dépasse, une mission qui le propulse au cœur du pouvoir, au centre d'un jeu d'échecs politiques dont il ne maîtrise pas toutes les règles. Les chroniqueurs, habituellement si prompts à réagir, à commenter, à donner leur avis sur tout et sur rien, restaient silencieux, figés dans une attitude de respect mêlée d'appréhension. Ils avaient compris, à l'intonation grave de la voix d'Hanouna, à la solennité inhabituelle de son attitude, que ce n'était pas une soirée comme les autres. Ils savaient qu'ils étaient les témoins privilégiés d'un événement historique, d'un moment qui resterait gravé dans les annales de la télévision et, plus largement, dans la mémoire collective. Le silence, loin d'être un vide, était rempli d'une multitude de questions, d'hypothèses, de craintes. Chacun, dans le studio comme devant son écran, tentait de deviner la nature de cette révélation imminente. Les spéculations allaient en bon train, alimentées par les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. S'agissait-il d'une affaire de corruption, d'un scandale financier, d'une trahison politique, d'une révélation sur la vie privée du président ? Les possibilités étaient infinies, et chacune d'entre elles était plus explosive que la précédente. Hanouna, après une pause qui avait semblé durer une éternité, avait finalement repris la parole, d'une voix posée, presque monocorde, contrastant avec son style habituel, plus exubérant, plus théâtral. Il avait commencé par rappeler le contexte, les enjeux, les tensions qui traversèrent la société française. Il avait souligné la responsabilité des médias, leur rôle crucial dans la diffusion de l'information, leur devoir de vérité envers le public. Il avait insisté sur l'importance de la transparence, de l'honnêteté, de l'intégrité, des valeurs qui, selon lui, devaient guider l'action des responsables politiques. Puis, il avait abordé le sujet, progressivement, avec prudence, comme s'il craignait de libérer une force incontrôlable. Il avait évoqué des faits, des documents, des témoignages, des preuves irréfutables, qu'il avait pu consulter, vérifier, recouper. Il avait décrit un mécanisme complexe, une machination soigneusement orchestrée, impliquant des personnalités influentes, des institutions respectées, des sommes d'argent considérables. Il avait dévoilé les coulisses du pouvoir, les arrangements secrets, les compromissions inavouables, les trahisons dissimulées. Son récit, précis, détaillé, glaçant, laissait entrevoir l'étendue du scandale, sa profondeur, ses ramifications. La stupéfaction était totale, absolue. Le choc était immense, brutal. La France entière était sous le coup de l'émotion, suspendue aux lèvres de l'animateur qui continuait de dérouler le fil de son incroyable révélation. Ce n'était plus une émission de divertissement, c'était un séisme politique en direct. L'onde de choc se propageait à une vitesse fulgurante, traversant le pays comme un raz-de-marée. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les commentaires se multipliaient, les partages explosaient. Le nom de Cyril Hanouna, déjà omniprésent dans l'espace médiatique, devenait le symbole d'une révolution, d'une rupture, d'un avant et d'un après. Les chaînes d'information en continu interrompaient leur programme. Les éditions spéciales se succédaient, les experts étaient convoqués en urgence pour analyser, décrypter, commenter les révélations de l'animateur. Imaginez un instant la scène, des millions de Français, scotchés devant leur écran, découvrant en direct une réalité qu'ils n'auraient jamais pu soupçonner. Des visages incrédules, des bouches bées, des yeux écarquillés, des conversations téléphoniques interrompues, des repas familiaux suspendus, des activités quotidiennes mises entre parenthèses. Le pays tout entier retenait son souffle, fasciné et horrifié à la fois par ce qui se déroulait sous ses yeux. Hanouna, tel un chef d'orchestre dirigeant une symphonie dramatique, dévoilait les pièces du puzzle une à une, avec une maîtrise et une précision déconcertantes. Il ne s'agissait plus de simples accusations, de vagues allégations, mais d'une démonstration implacable, étayée par des preuves tangibles, irréfutables. Il utilisait un langage clair, accessible, évitant le jargon technique, afin que chacun puisse comprendre la gravité de la situation. Il s'adressait directement aux téléspectateurs, les prenant à témoin, les impliquant dans cette quête de vérité. De plus, il ne se contentait pas de dénoncer, il proposait également des pistes, des solutions, des pistes de réflexion. Il appelait à une prise de conscience collective, à une mobilisation citoyenne, à une réaction forte et déterminée face à ce qu'il considérait comme une atteinte intolérable aux principes fondamentaux de la démocratie. Il se positionnait non pas comme un simple animateur de télévision, mais comme un lanceur d'alerte, un défenseur de l'intérêt général, un porte-parole du peuple. Les réactions ne se faisaient pas attendre. Les politiques, pris de court, réagissaient avec prudence, certains appelant à la retenue, d'autres dénonçant une manipulation, d'autres encore se disant profondément choqués. L'Élysée, directement visé par les révélations, restait silencieux, une attitude qui alimentait encore davantage les spéculations et les interrogations.
Le silence du président Macron, d'habitude si prompt à réagir, à communiquer, à défendre son action, était assourdissant. Il pesait lourdement sur l'atmosphère politique, créant un climat de tension et d'incertitude. L'analogie avec un château de cartes est ici pertinente. Hanouna, par ses révélations, avait retiré une carte, une seule, mais une carte cruciale, une carte maîtresse qui menaçait de faire s'effondrer l'ensemble de l'édifice. La structure, en apparence solide, se révélait soudainement fragile, vulnérable, exposée au vent contraire. La question n'était plus de savoir si le château de cartes allait s'écrouler, mais quand et comment. Et surtout, quelles seraient les conséquences de cette chute ? Les chroniqueurs, témoins privilégiés de cette soirée historique, restaient partagés entre la stupéfaction et l'admiration. Ils avaient vu Hanouna se transformer, passer du statut d'amuseur public à celui de figure emblématique d'une crise politique majeure. Ils mesuraient l'ampleur de la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules, le poids des attentes, des espoirs, mais aussi des critiques et des attaques qui ne manqueraient pas de surgir. Le plateau de Touche pas à mon poste était devenu, le temps d'une soirée, l'épicentre de la vie politique française. La situation, déjà explosive, prenait une tournure encore plus inattendue, avec l'intervention de plusieurs figures influentes, jusqu'alors restées en retrait. Des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation, des anciens membres de l'administration présidentielle sortaient de l'ombre, apportant leur propre éclairage, confirmant, complétant, nuançant parfois les révélations initiales. C'était comme si un barrage avait cédé, libérant un flot d'informations longtemps contenues, longtemps dissimulées. Chacune de ces interventions ajoutait une couche supplémentaire à la complexité de l'affaire, révélant de nouvelles ramifications, de nouveaux acteurs, de nouvelles implications. Ce qui n'était au départ qu'une suspicion, une intuition, se transformait en une certitude. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé, d'une erreur de parcours, mais d'un système, d'une organisation, d'une pratique généralisée. La métaphore de la toile d'araignée s'imposait, avec ses fils multiples, interconnectés, invisibles à l'œil nu, mais d'une redoutable efficacité. Imaginez un instant le travail colossal des enquêteurs, des juges, des journalistes, qui allaient devoir démêler cet écheveau, remonter le fil de l'histoire, identifier les responsabilités, établir les faits. Un travail de fourmi, long, fastidieux, semé d'embûches, mais indispensable pour faire éclater la vérité. Un travail qui allait nécessiter du courage, de la persévérance, de l'intégrité, face aux pressions, aux menaces, aux tentatives de manipulation qui ne manqueront pas de se manifester. Par ailleurs, la réaction du public, loin d'être passive, se traduisait par une mobilisation croissante. Des manifestations spontanées s'organisaient dans plusieurs villes de France, des pétitions circulaient en ligne, des appels à la démission du président se multipliaient. La colère, l'indignation, le sentiment de trahison s'exprimaient avec force, témoignant d'une rupture profonde entre le peuple et ses dirigeants. La France, pays des révolutions, des contestations, des mouvements sociaux, semblait renouer avec son histoire, avec sa tradition de lutte pour la justice et la liberté. Hanouna, conscient de son rôle central dans cette crise, adoptait une posture de plus en plus responsable. Il ne se laissait pas griser par le pouvoir médiatique qu'il détenait. Il ne cédait pas à la tentation de l'instrumentalisation politique. Il continuait à informer, à expliquer, à débattre, avec rigueur et objectivité, soucieux de ne pas jeter de l'huile sur le feu, de ne pas attiser les tensions. Il se positionnait comme un médiateur, un facilitateur, un garant du débat démocratique. En outre, il invitait régulièrement sur son plateau des experts, des juristes, des politologues, des sociologues pour apporter un éclairage complémentaire, pour analyser les enjeux, pour décrypter les conséquences de cette crise. Il ouvrait son émission à toutes les opinions, à toutes les sensibilités, soucieux de respecter le pluralisme, de garantir la liberté d'expression. Touche pas à mon poste, d'ordinaire lieu de divertissement, se transformait en un véritable forum citoyen, en un espace de débat public, en un lieu de réflexion collective. L'impact de cette affaire dépassait largement les frontières de la France. Les médias étrangers suivaient attentivement l'évolution de la situation, les chancelleries s'inquiétaient, les investisseurs s'interrogeaient. La France, pays des droits de l'homme, de la démocratie, de la transparence, voyait son image écornée, sa crédibilité remise en question. La crise politique intérieure avait des répercussions internationales dont il était difficile de mesurer l'ampleur. La situation était comparable à celle d'un navire pris dans une tempête. Sans capitaine à la barre, ballotté par les flots, menacé de sombrer à tout moment. Les jours suivants furent marqués par une succession de rebondissements, de révélations, de démentis, de contre-attaques. Le pouvoir, acculé, tentait de reprendre la main, de minimiser l'impact des accusations, de discréditer les sources, de semer le doute dans l'opinion publique. Une véritable guerre de communication s'engageait, avec son lot de manipulations, de désinformation, de tentatives d'intimidation. La vérité devenait une denrée rare, précieuse, difficile à atteindre. Imaginez un champ de bataille où s'affrontent deux camps avec des armes inégales.
D'un côté, le pouvoir, avec ses moyens considérables, ses réseaux d'influence, ses relais médiatiques. De l'autre, des individus isolés, des lanceurs d'alerte, des journalistes courageux, des citoyens déterminés qui n'avaient pour seules armes que leur conscience, leur intégrité, leur volonté de faire éclater la vérité. Un combat disproportionné mais essentiel pour l'avenir de la démocratie. Imaginez un volcan en éruption. La lave, longtemps contenue, finit par jaillir avec une force irrésistible, détruisant tout sur son passage. La colère du peuple, longtemps refoulée, longtemps ignorée, s'exprimait désormais avec une violence inouïe, menaçant de renverser l'ordre établi. La métaphore du volcan illustre parfaitement la situation. Une pression accumulée pendant des années qui explose soudainement avec des conséquences imprévisibles. Hanouna, conscient de la gravité de la situation, tentait de jouer un rôle d'apaisement. Il appelait au calme, au dialogue, à la recherche d'une solution pacifique à la crise. Il invitait sur son plateau des représentants de toutes les parties prenantes pour qu'ils puissent exprimer leur point de vue, confronter leurs arguments, trouver des terrains d'entente. Il se positionnait comme un médiateur, un facilitateur, un artisan de la paix civile. Cependant, ses efforts se heurtaient à la radicalisation des positions. D'un côté, le pouvoir, arc-bouté sur ses positions, refusait toute concession, toute remise en question. De l'autre, la rue, de plus en plus déterminée, exigeait le départ pur et simple du président. Le dialogue semblait impossible, la confrontation inévitable. La France se retrouvait face à un dilemme, face à un choix crucial pour son avenir. De plus, la crise politique avait des répercussions sur la vie quotidienne des Français. Les grèves se multipliaient, paralysant les transports, les services publics, l'économie. Les tensions sociales s'exacerbaient, les divisions s'accentuaient, la violence se banalisait. Le climat de défiance, de suspicion, de peur s'installait durablement dans la société. La France, pays des Lumières, de la raison, de la tolérance, semblait sombrer dans l'obscurantisme, la haine, la violence. L'analogie avec une fracture est ici pertinente. La crise avait révélé une fracture profonde, béante, au sein de la société française. Une fracture entre le peuple et ses élites, entre les citoyens et les institutions, entre les différentes composantes de la nation. Une fracture qui menaçait l'unité, la cohésion, la stabilité du pays. Une fracture qu'il fallait absolument résorber pour éviter le chaos, la guerre civile, l'effondrement de la République. Les institutions, face à cette situation exceptionnelle, tentèrent de réagir. Le Parlement, divisé, cherchait une issue politique à la crise. La justice indépendante poursuivait ses investigations, avec rigueur et impartialité. Les corps intermédiaires, les associations, les syndicats se mobilisaient pour tenter de renouer le dialogue, de restaurer la confiance, de préserver la paix sociale. Mais la tâche était immense, complexe, ardue. La crise avait révélé les faiblesses, les contradictions, les dysfonctionnements du système politique français. Elle avait mis en lumière les limites de la démocratie représentative, la défiance croissante des citoyens envers leurs élus, le besoin urgent de réformes profondes. La France se trouvait à un tournant de son histoire, face à un défi majeur, celui de se réinventer, de se reconstruire, de se refonder. L'avenir du pays était incertain, suspendu aux décisions qui seraient prises dans les jours, les semaines, les mois à venir. La tension restait maximale, palpable, omniprésente. L'étau se resserrait inexorablement autour d'Emmanuel Macron. Les révélations se succédaient, chaque jour apportant son lot de nouvelles accusations, de nouveaux témoignages, de nouvelles preuves accablantes. La stratégie de la défense, consistant à nier, à minimiser, à discréditer, s'avérait inefficace, voire contre-productive. L'opinion publique, initialement hésitante, basculait progressivement dans la conviction que le président était coupable des faits qui lui étaient reprochés. Imaginez un navire en train de couler. L'équipage a beau écoper, colmater les brèches, rien n'y fait. L'eau continue de s'infiltrer, le navire s'enfonce inexorablement dans les abysses. La métaphore du naufrage illustre parfaitement la situation d'Emmanuel Macron, acculé de toutes parts, incapable de redresser la barre, condamné à sombrer. Hanouna, de son côté, continuait à jouer un rôle central dans le déroulement des événements. Son émission Touche pas à mon poste était devenue le principal forum d'information, de débat, de contestation. Il recevait des invités de tous bords, des experts, des politiques, des citoyens ordinaires, pour qu'ils puissent exprimer leurs opinions, confronter leurs points de vue, éclairer le public. Il se comportait en véritable chef d'orchestre, distribuant la parole, relançant le débat, veillant à l'équilibre des temps de parole. De plus, il avait acquis une légitimité, une crédibilité, une autorité qui dépassait largement son statut initial d'animateur de télévision. Il était devenu un interlocuteur incontournable, un acteur majeur de la vie politique française. Son influence, son pouvoir, sa capacité à mobiliser l'opinion publique étaient considérables. Il était à la fois craint et respecté, admiré et détesté.
L'analogie avec un sismographe est ici pertinente. Hanouna, par son émission, par ses prises de position, par son attitude, captait les vibrations, les secousses, les mouvements de l'opinion publique. Il permettait de mesurer l'ampleur de la crise, la profondeur du malaise, la force de la colère populaire. Il était devenu le baromètre de la vie politique française. Par ailleurs, la crise politique avait des conséquences sur le fonctionnement des institutions. Le Parlement, paralysé par les divisions, incapable de trouver une majorité, était réduit à l'impuissance. Le gouvernement, affaibli, contesté, discrédité, n'avait plus la légitimité nécessaire pour gouverner. La justice débordée, soumise à des pressions considérables, tentait de faire son travail avec indépendance et impartialité. La France se retrouvait dans une situation de blocage institutionnel, de paralysie politique, de crise de régime. La question de la dissolution de l'Assemblée nationale, de la convocation de nouvelles élections, de la démission du président était posée avec de plus en plus d'insistance. La France était à la croisée des chemins, face à un choix crucial pour son avenir, celui de la continuité ou de la rupture, de la réforme ou de la révolution. Les scénarios possibles étaient multiples, incertains, imprévisibles. Une démission du président, suivie d'une élection présidentielle anticipée, une dissolution de l'Assemblée nationale, suivie d'élections législatives anticipées, une cohabitation avec un gouvernement d'opposition, une crise institutionnelle majeure avec un blocage complet du système politique. Toutes les hypothèses étaient envisageables, toutes les options étaient sur la table. La tension était à son comble, l'incertitude totale, l'avenir incertain. L'attente d'un dénouement, d'une résolution, d'une issue devenait de plus en plus insupportable. La France retenait son souffle, suspendue aux événements, aux décisions, aux rebondissements qui allaient inévitablement se produire. La France, secouée par des semaines de révélations, de tensions et d'incertitudes, se trouvait à un carrefour décisif de son histoire contemporaine. L'émission « Touche pas à mon poste », initialement conçue comme un espace de divertissement, s'était métamorphosée en épicentre d'une crise politique sans précédent, propulsant Cyril Hanouna au rang improbable de figure centrale du débat national. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur, une suspicion, avait pris corps, s'était amplifié, jusqu'à devenir une réalité incontournable, ébranlant les fondations mêmes du pouvoir présidentiel.